Ce projet prend en compte la position d'une place qui devait s'installer là. Je ne sais pas si on peut appeler ça une place, mais enfin c'était au départ le plan schématique d'organisation de la ZAC devait être une place ici, et donc nous on avait en fait une obligation de s'insérer sur le système de la place. C'est pour ça qu'on a une sorte de grand espace ici qui fait l'intermédiaire entre la place et l'entrée dans le bâtiment. Le maître d'ouvrage, c'était le conseiller régional de Franche-Comté. Le concours d'architecte a eu lieu en 1998 et le projet a été terminé en 2003. Il y a 3000 m² de surface avec un coût d'objectif de 3 120 000 € de l'époque. Ça représente 4 millions de maintenant, c'est-à-dire 1 400 € le mètre carré, ce qui est plus du tout réaliste à l'heure actuelle. C'est un bâtiment qui ferait au moins 2 000 € le mètre carré ici. En 2003, on était le premier projet sur la ZAC. Tout seul là au milieu, c'était assez intéressant. J'ai vu récemment des photos d'avions de l'époque, c'était assez marrant. Voilà. Donc à partir du moment où on implantait l'entrée à ce niveau-ci, et compte tenu que le terrain est en pente, et en fonction également du fonctionnement d'une bibliothèque habituelle, il est intéressant de rester sur des niveaux horizontaux, parce que fonctionnellement ça marche beaucoup mieux. On peut avoir quand même des circulations de livres, enfin tout est bien meilleur quand c'est horizontal. Donc le projet s'avance sur le terrain comme ça horizontalement, de sorte qu'on a une prise de site sur la partie arrière, c'est-à-dire sud-est, et qui est particulièrement intéressante parce qu'on se trouve sur une sorte de prise de site de façon belvédère, si vous voulez. Et on a une vue sur les collines de Planoise, Rosemont, qu'est-ce qu'il y a encore, Chaudane, hein. Non, il y a quand même quelques bâtiments qui troublent un petit peu la vue. Sinon, ce bâtiment se développe de façon orthogonale et systématique à partir d'ici, suivant un parti architectural qui est de composer avec 12 tables qui sont des éléments constitutifs des lieux importants qui sont dans la médiathèque. Donc on a, si on considère qu'une table c'est ça, ça fait 13 mètres par 13 mètres. Les poteaux font 60 cm, le dessus fait 60 cm. Et systématiquement, on utilise ça pour permettre à la lumière de rentrer dans les zones qui sont intéressantes pour le fonctionnement. C'est-à-dire que, vous voyez, à chaque fois, il y a des brise-soleil sur le côté sud. Le nord est dans l'axe, comme ça, dans l'axe des carrés. Donc on se protège sur côté sud-est, sud-ouest, et on laisse ouvert du côté nord-est, nord-ouest. Voilà. Et ça détermine des zones à l'intérieur qui sont les surfaces servies par rapport aux espaces servants. Donc les espaces servis, c'est les espaces où il y a une activité. Les espaces servants, ça peut être dans les parties qui sont donc, elles, à une hauteur inférieure, sur la nappe de terrasse. Et donc dans les parties basses, on peut avoir les livres, les rayonnages, les choses pratiques, des salles qui peuvent être même fermées. Et dans toutes les autres espaces, on a bien entendu les salles de lecture qui sont très, très éclairées. Et d'autres salles fonctionnelles, des salles de réunion, des choses comme ça, qui sont les espaces servis.
Ce système espace-service-servant, c'est un principe que j'ai retiré d'un architecte très connu qui s'appelle Louis Kahn, qui est un architecte américain extrêmement célèbre, chez qui j'ai eu la chance de travailler quand j'étais jeune architecte, c'est-à-dire déjà 30 ans avant la construction de ce bâtiment. Aux États-Unis? Aux États-Unis, à Philadelphie, oui. Voilà. Et donc il y a plusieurs autres petits éléments qui sont un petit peu inspirés de, je dirais, de son enseignement. Voilà. La partie la plus haute du bâtiment, tout en longueur ici, comprend tout ce qui est bureau, alors que toute la partie droite, qui représente les 3/4 du bâtiment, sont des parties de lecture. Je vous ai préparé une photo pour montrer les systèmes des 12 tables, vous voyez, parce que quand on est là, à ce niveau-là, on ne se rend pas bien compte. Mais les 12 tables, ça fait 12 petits carrés qui émergent de façon extrêmement régulière, orthogonale et systématique surtout du projet. Alors, ces tables, en plus des éléments que j'ai décrits, elles viennent en surplomb sur les extérieurs, aussi bien côté sud-est que côté sud-ouest. C'est-à-dire c'est des pare-soleil très importants qui permettent à l'intérieur d'avoir un excellent éclairage continuellement, aussi bien en imposte par ce système-là que sur les périphéries. Compte tenu que le bâtiment avance de façon uniforme, au sous-sol il restait tout un tas de surfaces. On pouvait doubler la surface, ça ne s'est pas passé comme ça, c'est-à-dire que au bout de presque dès qu'on a eu fini le projet, on nous a demandé de faire dans les parties sous-sol un restaurant universitaire. Ça n'a pas été réalisé. Et ensuite, 4 ans après, on a réalisé un labo d'anatomie. Voilà. Vous voyez qu'on utilise beaucoup les systèmes de pierres sèches, qui sont en fait des éléments qui viennent dans les espaces constitutifs des tables, mais en partie creuses. Ces éléments-là sont un petit peu un rapport à l'utilisation des espaces avant qu'il y ait la ZAC, c'est-à-dire qu'il y avait des murets qui séparaient les propriétés. On s'est inspiré un petit peu de cette idée-là. À l'époque, c'était pas encore très à la mode, je crois que c'est quand même devenu très à la mode, les pierres sèches. On a même eu du mal à en trouver, il a fallu qu'on aille les chercher en Bourgogne. Elles proviennent de la région de Comblanchien, juste à côté de Comblanchien. Alors, il y a quand même 1200 mètres carrés de pierres sèches dans l'ensemble du bâtiment, principalement sur la partie haute. Ce que je peux dire aussi sur les pierres sèches, c'est que les murs sont trop hauts pour que les pierres enfin, sont pas trop hauts ici, mais à d'autres endroits, les murs sont très hauts et on ne pouvait pas laisser les pierres sèches comme ça. Elles ont quand même une certaine épaisseur, elles font plus de 15 cm d'épaisseur. C'est pas du plaquage, hein, c'est de la vraie pierre. Et par contre, on a quand même un système de fixation sur un mur béton qui est derrière. Quand les parties sont très hautes, on est obligé de faire ça, c'est-à-dire qu'il y a des petites pointes métalliques qui sortent du béton et qui viennent dans les pierres sèches, et entre les deux, on coule un petit peu de béton pour que ça fasse un assemblage. Voilà, ça se solidarise ensemble. Donc on dit, grâce au systématisme du procédé de construction, le projet présente une grande flexibilité et évolutivité. On dit qu'un soin particulier sera apporté à l'acoustique. Et je terminais mon texte en disant une phrase que je donnais systématiquement à tous mes projets, qui constitue un petit peu le principe de ma façon de travailler. Je disais, un fonctionnement clair est servi par un parti simple et rigoureux, soutenu par une architecture sobre. En conséquence, le budget est plus facilement maîtrisé, de même que la gestion et l'entretien du bâtiment. Voilà, c'est ça le principe. Alors, un truc que j'ai pas dit, c'est que on a soigneusement fait attention
à ce qu'il n'y ait pas d'éléments en toiture, par exemple des éléments pour la clim, pour tout un tas de ventilation, de choses comme ça. C'est-à-dire que les tables ici sont parfaitement nettes et propres. Donc c'est quand même un élément qui est pas inintéressant. Toutes les tuyauteries sont en sous-sol, dans cette bande-là. Ben, ça fait longtemps que j'étais pas venu. Là, avant la réunion, je suis rentré pour faire un tour, voir si tout avait changé. Mais enfin, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de changements. Hein. La lumière qui pénètre dedans, tout ça, ça n'a pas changé. Les volumétries des espaces services, tout est identique. Hein. J'étais bien content.